Sur la station Radio Soupente, des rapins sans foi, sans voix et sans courbette, l'émission à Racaille du 16 février 2021. Nous allons vous causer dans le poste de l'œil de la femme à barbe. Ouais, l'œil de la femme à barbe, donc c'est une galerie qui est nomade, vagabonde, qui s'est installée dans la galerie de Claire Corsia au 323 rue Saint-Martin à Paris et qui présente une exposition qui s'appelle Esprit Vagabond. Alors Esprit Vagabond, c'est le travail textile de Barbara d'Antuono. Et cette galeriste donc a suivi cet artiste pendant un moment, et donc c'est une trentaine d'œuvres qui sont présentées dans cette galerie, au sous-sol de cette galerie. Au premier étage, c'est une exposition de tableaux haïtiens de la galerie Claire Corsia, mais au sous-sol, donc ce sont ces créations textiles de Barbara d'Antuono. L'œil de la femme à barbe, c'est également une maison d'édition dont on parlera un petit peu à la fin de notre blabla là. Et Ghislaine Verdier, qui est la galeriste, justement, a édité un petit livre sur cette exposition et a illustré en fait certaines créations textiles par un poème qui a été écrit par Pierre Kévin et qui a écrit en langue haïtienne, en créole haïtien, et les textes ont été ensuite traduits. Alors pourquoi Haïti? Parce que justement, on va voir, je vais raconter un petit peu la bio de Barbara d'Antuono. Elle a vécu quelques années à Haïti et elle en a été profondément marquée. Alors qui est cette Barbara d'Antuono? C'est une femme qui est née en 1961, elle est corse d'origine italienne et elle a quitté la France dans les années 80 pour s'installer aux Antilles et à la Jamaïque. Et c'est dans ce foisonnement artistique d'Haïti, elle va y rester 5 ans. Là, elle va s'initier à la peinture, à la sculpture. Elle va travailler dans l'atelier du peintre haïtien Ronald Meves. Et elle va s'initier aussi à tout ce qui concerne le mythe du vaudou. Donc elle se révèle à elle donc le magique, ses démons intérieurs, l'esthétique de son travail de plasticienne. Et elle commence un parcours artistique avec des assemblages de bois, d'ossements, de collages. Elle fait des totems, des fétiches. Et c'est Babette El Sayed, qui est la fille du grand collectionneur Issa El Sayed, qui lui donne une première chance d'exposition à l'hôtel Olofsson à Port-au-Prince. Donc elle va faire plusieurs expositions à Haïti et elle quittera l'île suite au coup d'État de 1986. Elle rentre donc en France et là elle développe sa propre technique qui va allier la sculpture, la peinture, le graphisme, la couture, la poésie et la musique. Et dès 1995, elle expose régulièrement à Paris, en Allemagne. Elle participe également à des expositions collectives, dont une en hommage à Wilfredo Lam, qui est à l'UNESCO. Et donc, elle est reconnue par des galeries Art Factory, l'Art de Rien. Elle expose même plusieurs fois au Lavoir moderne parisien. Et en 2014, elle présente quelques tableaux aimantés, des tableaux textiles, des poupées fétiches, dans l'exposition Suivez mon regard, qui marquait donc la naissance de l'œil de la femme à barbe. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur sa bio. Ça, c'est la galeriste, c'est Ghislaine Verdier qui raconte un petit peu ça. Barbara d'Antuono, donc pour elle, la couture, c'est important. On va voir quand on parlera de son travail. C'est un travail qui est très... il y a beaucoup d'heures de travail. Elle dit qu'effectivement, on peut passer 450 heures de couture sur une toile et que c'est loin de lui faire peur, que pour elle, justement, coudre, c'est thérapeutique. Et on peut avoir le même ressenti, nous, quand on parle avec notre amie Corinne, qui est notre tapissière préférée, qui effectivement, pour elle, c'est une espèce de méditation, se mettre au travail avec ses fils, sa toile. Enfin, c'est très, très important. Et voilà, elle dit que quand elle était à Tahiti, en fait, la création fait partie de la vie des gens, quoi. Donc je voudrais lire deux petits poèmes qui sont tirés justement du catalogue qu'on a eu l'occasion de feuilleter, qu'on a même offert justement à notre copine Corinne. Alors il y en a un qui s'appelle Sortilège. Donc voilà. Guidé par ce petit vent malicieux et intrépide au lointain rougi,
pour venir danser le rite du tambour midi, Erzulie répand sur tout le carrefour sa beauté sapide, au tournant de sa robe dorée. Le second musicien perdu, dans son sourire divagant, agite les notes. Il agite les notes avec sensualité pour l'inviter à entrer dans la danse, avec sa chevelure douce et parfumée. Elle danse, son sourire d'une douceur de miel. Elle danse au regard mystifié. Elle danse sur le pont à double ton qui unit la scène du présent à l'au-delà. Donc voilà le premier poème qui illustre une création textile qui représente un mariage. On voit vraiment ce couple en première partie de travail et avec plein de petits détails un peu partout. Il y a un couple qui s'embrasse, il y a une maman avec son enfant, il y a des enfants, il y a une tombe. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la mort est vraiment présente dans le vaudou. Hein. Oui, c'est tout à fait. Donc la mort est omniprésente dans son travail, même si les textes que j'ai choisis parlent un petit peu moins de la mort. Mais en même temps, dans ce travail que tu décris, si tu veux, le mariage, tous les petits personnages, tout ce qui l'entoure, sont liés au mariage quand même, avec la maternité, etc. Jusqu'à la mort. Ouais, jusqu'à la mort, parce qu'on voit effectivement sur cette même broderie ou tapisserie, broderie, on peut dire, c'est beaucoup plus que tapisserie, parce que c'est pas un travail de tapisserie, c'est plus un travail de broderie. Ghislaine Verdier parlait aussi, parlait du bouti par le côté un peu épaisseur, mais c'est pas du bouti non plus, mais c'est vrai que c'est en relief. Parfois il y a du relief. Et on voit donc effectivement, on voit un cercueil avec une croix, parce que la religion est quand même, la croyance est omniprésente. Alors le deuxième poème que j'ai retenu. J'ai vu la liberté quitter le confort sur les trottoirs, le désir éternel, chimérique et touchant que les amants soupirent à chaque corps, une pancarte à chaque coup d'œil. Mon cœur fait face au soleil. S'il existe un trésor en ce bas monde, je crois que je l'ai trouvé, c'est la liberté. Après les autres poèmes étaient plus durs, je veux dire, donc j'ai préféré garder ces deux-là, quoi. Alors, après, on peut parler aussi de ce jeune Kevin Pierre, justement, qui a fait ce travail de texte en créole et qui a été traduit. Alors, lui est né en 1993 à Port-au-Prince, en Haïti, donc il vit actuellement là-bas. Il a fait des études classiques et il suit des formations en art dramatique. Donc, il fait une écriture et un jeu d'acteur. Il fait de l'écriture poétique. Donc c'est un comédien, danseur, percussionniste qui se produit dans des festivals et des spectacles, qui anime également des émissions de radio. Et en 2019, donc, il a publié un premier recueil de poèmes sur la mort et le vaudou, l'environnement, l'amour, le sexe. Et c'est par l'intermédiaire de l'artiste Catherine Ursin, qui a fait le dessin de la couverture de son recueil de poésie, qu'il fait la connaissance de L'œil de la femme à barbe et de Barbara d'Antuono. Donc il rencontrera ces trois femmes pour la première fois en France à l'hiver 2019 à l'exposition d'artistes haïtiens que Catherine Ursin organisait à Lyon. Donc voilà, c'était une rencontre. Mes amis, attention, pays en danger, depuis les élections, rien pas marché, parce que vous pas respecté choix d'être là. Vous peut voyant la démocratie, regardez ces frères nous qui veulent prendre liberté nous tendez. Ça me dérache dans mes blancs français. Depuis 1804, nous blaguons drapeau. La commune a caillé, gagnons bonnes ingléndo. Qu'a crasé, brisé, toutes belles vestiges nous yo. Tombé, prend du feu, marché en bas avec Saint-Jean-Bosco. Yo brille des journaux, yo crasé, radio. Et les pouces à suspendre. Faut que nous mettons ensemble, mes amis. N'a pas trouvé une solution. Haïti c'est pour nous tout plier, tomber. Faut nous capables de transmettre. Ouli, ouli, hey!
écoutez, écoutez, attendez, écoutez. Voilà une musique haïtienne qui s'appelle donc Haïti, Jean-Joseph Romain. Oui, oui, je crois que ça reflète bien, en tout cas, les couleurs, comment dirais-je, le foisonnement des œuvres de cet artiste qu'on peut qualifier d'ailleurs d'haïtienne, puisque sans Haïti, son art serait certainement très très différent de ce qu'il est. Voilà, et pour l'illustrer musicalement, qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux qu'une musique, justement, haïtienne, ouais, alors Barbara justement est plutôt autodidacte. Hein, Gisèle nous expliquait qu'elle a appris la couture avec sa maman, comme ça arrive fréquemment, et qu'elle a développé petit à petit sa vocation à toucher les tissus, et qu'elle habite actuellement donc à Paris dans le 18e à la Goutte d'Or, et effectivement on sait que là on peut trouver tous les tissus possibles. Oui, et puis l'ambiance de la Goutte d'Or, ça va pas être
très très différent de l'ambiance qui règne à Port-au-Prince. Voilà, alors cette exposition, en fait, c'est 7 années de travail, donc c'est une trentaine d'œuvres. Alors, quand on a parlé d'Haïti et du vaudou, on peut parler du Baron Samedi aussi. Je ne sais pas si tu peux tu peux en parler un petit peu, si tu connais un petit peu tout ce qui est lié au Baron Samedi. Oh bah, moi, je l'appelle le Baron Vendredi, le Baron Jeudi, le Baron Mardi. Voilà, oui, c'est un des mythes. Le Baron Samedi, c'est lui qui transforme les morts en zombies, c'est-à-dire en vivants, quoi, voilà. Et c'est un des grands thèmes de la culture vaudou. Enfin bon, c'est le culte des morts, etc., de la vie après la mort. Et il y a toute une mythologie sur ce thème, avec ce Baron Samedi qui fout un peu la trouille quand même, hein. Quand on voit les cérémonies vaudou, j'en ai vu quelques-unes, et c'est assez effrayant, quoi, surtout quand des gens rentrent en transe, et là ça vient. Oui, il y a quand même. On se demande toujours, même si on est comme ma pomme, hein, si on est complètement agnostique, incroyant, athée, tout ce que vous voulez, mécréant, eh bien là, c'est à l'inverse des religions du livre, qui sont par rapport à la religion vaudou, qui sont, si on peut appeler ça une religion, mais ça vient d'Afrique, hein. L'origine du vaudou, c'est le Bénin, c'est l'Afrique, et donc voilà, et on a du mal à se tenir à l'écart en se disant ouais, c'est des conneries et tout. Non, parce qu'il y a une implication des praticiens du culte, si on peut dire, ou des gens qui sont impliqués dans cette espèce de mythe de la survie, si on peut dire, ou de la réincarnation des morts en vivant, voilà. Sous forme d'espèces de zombies, parce que les zombies sont des gens, des morts qui vivent, mais qui sont les esclaves de vivants, voilà, des vivants qui les utilisent comme esclaves pour faire leur boulot, quoi, voilà, tout simplement. C'est le travail, voilà, gratuit, d'espèces de migrants de la mort, voilà, si on peut dire ça comme ça. Non, ça fait peur. Et c'est vrai que donc dans ce travail textile, on retrouve la mort presque dans sur chaque tableau, quoi. Il y a des cercueils un peu partout, donc il y a aussi pas mal de croix, mais on voit des têtes de mort, ou des squelettes même carrément. Enfin, et ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est le volcan. Ça, le volcan est forcément omniprésent. Et donc ça fourmille vraiment de détails, quoi. Chaque création est une histoire qu'on pourrait narrer pendant 10 minutes, je pense. Ah oui, au moins, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'épuise un peu dans ce genre de travail, c'est que voilà, il y a tellement de choses à regarder, à comprendre, que c'est épuisant. Mais alors justement, il y a le côté donc le côté un peu morbide, mais il y a tout un côté un peu onirique, imaginaire, où là j'en ai un j'ai la couverture là du livre, et on voit une fusée, on voit une lune, on voit un soleil, on voit un arbre avec des racines qui s'enfoncent, un petit animal anthropomorphe un peu qui sort du creux de l'arbre. Donc en fait il y a aussi tout ce côté de l'imagination qui est présent et qui fait beaucoup de bien. Oui, mais parce que cette espèce de comment dire, c'est pas de culte vaudou, c'est plus un culte. Cette espèce de culte vaudou est très ancrée dans la nature aussi. C'est encore une fois une résurgence des origines africaines, des Haïtiens, de toutes les îles des Antilles, etc., voilà. Ils ont amené avec eux, comme même en Amérique du Nord, hein, les esclaves d'Amérique du Nord aussi, ils s'adonnent pas au culte du vaudou, mais ils sont plutôt adonnés au culte catholique, voilà, ce qui est pas beaucoup mieux, et ce qui est même peut-être encore moins bien, si on peut dire.
Parce que je trouve que dans le vaudou, malgré tout, il y a quand même un côté humain qu'il n'y a pas dans la religion, les religions du livre, parce que moi je trouve que c'est des religions complètement inhumaines. D'ailleurs, ils l'ont prouvé au cours de l'histoire en massacrant à tort et à travers le plus de monde possible. Voilà. Pour les Hébreux, c'est récent, mais ils se rattrapent très vite, hein, avec les Palestiniens au bout de leur hache. Voilà. Mais bon, c'est quand même, il y a quand même dans ce culte, contrairement au culte, je répète, des religions des livres, il y a un côté quand même coloré, festif, il y a un fourmillement, il y a, voilà, ça côtoie la vie, ça côtoie la mort, mais d'une manière très différente, évidemment, de ces gens en noir, etc., en deuil, et les pleureuses, etc., de nos religions. Là, ça se transforme en autre chose, quoi, voilà. Il y a vraiment, il y a vraiment quand même une humanité là-dedans qui se traduit par, par les trans, par toutes ces choses-là, quoi, qui sont des êtres humains qui essayent de dialoguer avec ce qui n'existe pas, mais qui font exister justement dans leur trans. Voilà, il y a quelque chose là-dedans qui quand même nous emmène dans des endroits qui en aimeraient pas trop fréquents. Et dans le travail de Barbara, en fait, il y a des fonds colorés et des fonds blancs. Alors les fonds blancs ont beaucoup plus d'écriture. Elle a rajouté, elle a brodé, en fait, elle a brodé pas mal de textes dessus. Voilà, par exemple, là, il y en a un, c'est Pensée chaotique, donc ça date de 2019. Donc il y a un visage, il y a un oiseau, il y a une femme qui est nue, il y a un serpent, un poisson, une tête avec un branchage par-dessus, et là il y a tous les petits textes qui sont entremêlés, la tête qui fait autant de bruit, ça ne va pas s'arranger, c'est moi qui vous le dis, voilà, il y a plein de petits textes comme ça un peu partout. Il faut y passer du temps, en fait. C'est vrai que rentrer dans cet univers, il faut, si vous allez voir cette exposition qui est ouverte jusqu'au 27 ou 28 février, il faut avoir un petit peu de temps pour rester devant chaque tableau, en fait. Puis tenter une petite transe, voilà. Ça peut le faire, hein, en même temps. Et puis, je pense qu'il y a certaines sensibilités qui peuvent craquer. Hein. Et puis discuter avec la galeriste Ghislaine Verdier, qui est quelqu'un de très disponible, qui a plaisir à dialoguer. Elle nous a vraiment reçus chaleureusement, donc c'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler, parce qu'on a vraiment envie que déjà ce travail assez exceptionnel soit découvert et que elle aussi puisse être de plus en plus connue, quoi. Oui, parce que puis la galeriste aussi, qu'elle soit de plus en plus connue, parce que des comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui soient aussi accueillantes. Moi, je me suis présenté en lui demandant si elle avait des toilettes disponibles. Ça n'a pas du tout choqué. Ouais. Et elle m'a indiqué la direction des toilettes. Voilà, c'est quand même. Je vous conseille d'ailleurs, si vous, comme à Paris maintenant, il n'y a plus du tout d'endroit pour faire pipi. Vous allez dans le galerie, puis là vous serez sûr de faire pipi, et puis au chaud en plus. Ouais. Et puis pas avec des odeurs, des trucs d'eco là qui puent, mais alors d'une manière invraisemblable. Voilà. Alors, l'œil de la femme à barbe, c'est aussi donc des éditions, hein, qui sont à Montreuil. Ça, c'est chouette quand même quand on est Montreuillois. On est content d'avoir tout ça à côté de chez soi. Alors là, madame, elle a un grand sourire épanoui, la banane, quoi. Puis elle me regarde, elle dit, dans ton bled, là, t'as pas tout ce qu'on a, nous. Non, on n'a pas tout ce que vous avez, non. Ouais, non, on a de la chance. Tu devrais plutôt avoir un peu de commisération. Non, on a de la chance. Et donc, dans sa petite maison d'édition, là, il y a 4 collections. Il y a une collection qui s'appelle Restitution. Donc, c'est une collection qui propose de rendre compte en texte et en images d'une expérience artistique et ou humaine, un événement social ou personnel, une rencontre majeure, une résidence artistique, une recherche individuelle ou collective. Il y a une collection, c'est séries d'artistes. Là, c'est des monographies qui présentent soit un ensemble d'œuvres d'un même artiste, soit les œuvres de plusieurs, mais qui sont réalisées sur une même thématique, hein, à l'occasion d'une exposition ou d'un événement. Il y a une collection qui s'appelle l'œuvre contée, donc ce sont des contes modernes dans lesquels l'œuvre est mise au cœur du récit à l'instar d'un personnage,
Et le texte, quant à lui, peut être conçu à plusieurs mains sur un mode poétique, scientifique ou philosophique. Et il y a une collection qui s'appelle Cadavre exquis. C'est un pêle-mêle et pot-pourri, bon, de collage, assemblage, association de mots et d'idées, un morceau de bois, un morceau choisi ou trouvé, des palimpsestes, des graffiturages. Voilà. C'est une collection qui rend hommage forcément aux surréalistes et qui est consacrée à leurs héritiers. Le catalogue qui est consacré à Esprit Vagabond, lui, fait partie de l'œuvre comptée. C'est un catalogue qui a 104 pages, qui coûte 25 € avec 70 photos aux couleurs. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Oui, parce que l'impression est très belle, ce qui est rare dans les catalogues. Non, c'est un format manipulable, si on peut dire ça comme ça, voilà, avec des textes, enfin, il y a le texte en français et le texte en créole qui sont vis-à-vis, donc on peut s'initier à la langue créole, hein, pourquoi pas, hein. Voilà, et puis je vous dis, c'est vraiment, quand on connaît le personnage qui anime cette maison d'édition, ça peut que nous porter vers ces ouvrages, hein. Parce que si vous non, il faut la rencontrer, ça c'est... À Paris, il ne doit pas y en avoir deux comme elle, hein, je crois pas. Hein. Il y en avait une qu'on connaissait, mais malheureusement, elle n'est plus là. Elle a été rejoindre les Prés de Grand Manitou, hein, qui pouvaient lui ressembler un peu, par l'accueil, par la chaleur, etc., etc. Voilà. Et en plus, cette galerie, ça fait penser, si vous voulez, au Baba de 68, quoi, voilà. Même si elle n'a peut-être pas l'âge d'avoir... elle est plus jeune que les gens de 68, mais enfin bon, ça a perduré après 68, hein, cette histoire. On la verrait bien à Woodstock. Ouais, d'ailleurs, on a un peu parlé féminisme, on a un peu évoqué la Maison des Femmes rue Jacob. D'ailleurs, elle était très déçue en disant qu'elle avait justement, parce qu'elle a des expositions quand même clés en main, et que cette Maison des Femmes rue Jacob avait un lieu d'exposition, et qu'apparemment, ils n'avaient pas l'air très, très curieux ou très pressés de voir le travail et de participer à ces expériences. Mais c'est la Maison des Femmes de qui, de quoi? Mais c'est c'est là où il y avait le MLF, en fait, la Maison des Femmes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais bon, comme... Oui, mais enfin, c'est un peu l'entre-soi, ce genre. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ce genre de Maison des Femmes. Voilà. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour, hein, de ce qu'on peut dire. Oh, hélas. Non, mais je vous en conjure, je vous en supplie, je vous somme même. Allez-y, pour les parigots, tête de veau, évidemment, ils n'ont dit pas ces parigots, tête de veau. Quand on est dans un trou du cul du monde, c'est sûr que, voilà, on a du mal à se distraire. Il faut avoir des expos, mais des comme ça, et c'est gratuit, voilà, je comprends pas qu'on aille encore dans les musées, moi. Parce que à Paris, il y a quand même encore pas mal de galeries. Elles sont pas toutes aussi sympathiques, hein. Si on en a fréquenté quelques-unes. Sitôt rentré, on avait vraiment envie de sortir tout de suite. Mais bon, il y en a quand même qui réservent des surprises comme celle-ci, comme cette galerie Vagabonde. Et la galerie Vagabonde d'avant aussi, qu'on a visité, où il y avait la petite Teresa Lockman, voilà. Ou Lockman, non, il y a encore du grand amoud, comme dirait l'autre, à Paris. Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez, ce n'est pas des primes et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Je trouve qu'au sujet de cet ornement, les hommes ont l'âme un peu trop fière. Je suis qu'une femme, mais cependant, moi j'en vaux 6, demandez à Pierre. Pierre, l'Hercule d'en face, un agneau, qui est jaloux de moi comme un taureau. Aussitôt qu'un civil me lorgne, oh nom d'un chien, comme il vous cogne. Entrez,
bonnes d'enfants et soldats, tâchez moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie, m'offrir un canon sans façon. Mais je vais pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme épaisseur, bleu, celui qui aurait l'impudence, pas respecter ma corpulence. Entrez, bonne d'enfants et soldats, les hommes grêlés ne perdront pas. C'est pas de la chair, mais c'est du marbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Donc c'était la chanson La femme à barbe de Bordas, une chanson de 1935. Ah, très contemporaine. Voilà, alors les expositions. Donc les expositions, bon, on va rester campé sur les galeries. Hein. Donc cette exposition de Esprit vagabond, Barbara d'Antuono, donc à la galerie L'œil de la femme à barbe, c'est au 323 rue Saint-Martin à Paris. Et c'est ouvert tout du lundi au samedi de 11h30 à 18h. Mais si vous voulez rencontrer Ghislaine Verdier, elle est présente du jeudi au samedi toute la journée. Sinon, du lundi au mercredi, c'est sur rendez-vous. Ouais. Donc c'est au métro Réaumur-Sébastopol ou Strasbourg-Saint-Denis. Et nous, on avait fait ça sur le parcours. On sortait justement de la galerie Le Kaléidoscope au 8 rue Chapon. Donc là, l'exposition avec Teresa Lockman, dont on a parlé la semaine dernière, rencontre du troisième type, est toujours aussi ouverte, donc jusqu'au 27 ou 28 février. Les deux sont à peu près sur les mêmes dates de fin. Donc on peut faire ça dans la foulée. Ça a 10 minutes à peu près à pied l'une de l'autre, quoi. Pour ceux qui ont la foulée de pied court. Dans les galeries, donc il y a la galerie de Catherine Putman au 40 rue Quincampoix. Ça, on n'a pas encore, on s'est pas encore déplacé, mais on va probablement y aller. C'est jusqu'au 13 mars. C'est Agathe May, le miroir aux alouettes. Donc c'est aussi une exposition de gravures. Voilà, apparemment ce sont des grandes gravures. Donc ça donne bien envie d'aller voir. Et des gravures, des quoi Des gravures figuratives. En taille d'épargne, en taille douce, en eau forte. Je sais pas exactement, c'est pas précisé. J'ai l'impression que c'est plutôt en taille d'épargne, mais bon, il faudra voir quoi. C'est-à-dire bois ou lino, quoi. Ouais. Sur bois, oui, c'est ça, dessiné, gravé sur bois. Donc je pense que il y a du caractère. Voilà, quand il y a tout ce qui est taille d'épargne, on aime bien. Oui. Voilà, sinon une autre exposition, c'est une exposition photo. C'est Frida Kahlo par Lucienne Bloch. Donc ça, c'est jusqu'au 14 mars, 10h, 17h30, tous les jours. Et donc, c'est plutôt 13h, 17h30. Je pense qu'il y a une petite chose qui ne va pas dans le texte là. Donc c'est ça, la galerie de l'Instant. C'est au 46 rue Poitou dans le 3e. Donc toujours entrée libre. Hein. Et dans cette séquence, donc on découvre Frida Kahlo et Diego Rivera en 1933 à New York, lors de la réalisation de la célèbre fresque au Rockefeller Center, puis au Mexique. Et qui est donc cette Lucienne Bloch, qui signe ses photographies et qui a partagé leur intimité? C'est une artiste peintre qui est fille du célèbre compositeur Ernest Bloch et qui a été assistante de Diego Rivera avant de devenir l'amie de Frida Kahlo. Donc voilà, c'est une exposition photo avec des documents qui montrent un petit peu le couple mexicain au quotidien, ainsi que Diego Rivera au travail. D'accord. Il y a toujours aussi l'exposition, mais je pense que ça ne n'ira peut-être pas. C'est David Hockney jusqu'au 27 février, c'est Ma Normandie, à la galerie Le Long, rue de Téhéran. Ouais, Hockney, ça n'a jamais été un révolutionnaire. Hein. Ouais. Bon, d'après notre copine Laurence, c'est joli. Enfin, on voit bien, sur le site, on peut voir, c'est un petit peu naïf, c'est coloré, c'est des pommiers, voilà, c'est la Normandie, quoi. Je pense que la graveuse Agathe May il y a plus de tempérament dans son travail, quoi. Ouais.
Donc voilà, le culturel. Robert, est-ce que toi, tu j'ai as rien. quelque chose à dire? Non, tu Non, as j'ai rien. rien à dire. Alors, question lecture. Moi, j'ai terminé Les Furtifs d'Alain Damasio. C'est cet énorme livre de 700 pages, un roman d'anticipation, et j'ai été complètement subjuguée. Vraiment, voilà, j'ai adoré. C'est toute une histoire. Ça mêle effectivement donc l'anticipation avec cette société vers laquelle on va, cette société de surveillance du numérique, cette société technologique, avec une très belle histoire d'un papa et d'une maman à la recherche de leur petite fille qui se transformerait en furtifs. Les furtifs sont des frissons, des êtres, des petits fantômes. Enfin, voilà, c'est tout à fait, c'est décrit petit à petit. Et donc, il y a vraiment en parallèle les deux histoires, avec aussi des scènes de toute une pensée politique, philosophique sur l'avenir de notre société, sur ce qu'on peut en faire justement avec de très gros, une analyse souvent libertaire aussi, avec des ZAD, avec plein de constructions et tout ce rapport au vivant, tout ce qui fait que si on veut s'en sortir, il faut vraiment qu'on reste attaché au vivant et le préserver à tout prix, quoi. C'est absolument un livre magnifique, quoi. Non, mais vous imaginez que je puisse vivre quelques heures par semaine, je dis bien quelques heures, hein, c'est largement suffisant avec cette personne. Hein. Par contre, moi, si j'ai quelque chose à vous dire quand même du point de vue de la lecture, c'est que j'avais entamé un gros bouquin sur ceux de 14 de, je sais plus qui déjà, à Genevois, à 1000 pages, hein. J'en suis arrivé à presque 400, mais j'arrête là parce que bon, je veux pas finir, si vous voulez, entre 4 planches tout de suite. C'est super angoissant. C'est la mort. Voilà, c'est la guerre de 14. Hein. Il a fait 9 mois de guerre, Genevois, et qui ont occupé toute sa vie. Pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, il n'a vécu qu'avec ses souvenirs de guerre de 14. Voilà. J'en ai un autre que notre camarade Lolo avait refilé à sa camarade Piquécou, La Fabrique des Salauds. Tu en avais déjà bien parlé, hein. Oui, j'en ai déjà bien parlé, mais j'arrête aussi, parce que là, je ne veux pas devenir complètement dingo. Donc, cette semaine, voilà, j'ai essayé de poursuivre l'aventure avec ceux de 14, et ça se termine, c'est un gros flop, parce que je me dis, je vais le garder le bouquin, parce que je le refilerai à mon fils. Parce que lui, quand il commence un bouquin, il va jusqu'au bout. Et le papa n'a pas sa pugnacité. Hein. Ouais. Mais parce que comme ses deux arrière-grands-pères sont morts à la guerre de 14, en fleur de l'âge à 25 ans, et je veux qu'il voit un peu ce que c'était. Ouais. Et moi, on n'en avait pas parlé, mais nos super amis de Brest, là, Claude et William, nous avaient envoyé ce petit recueil Alcool d'Apollinaire. Et en fait, c'est chez Gallimard, la collection Poésie. Et ce qui est super, c'est que la dernière partie, c'est le bestiaire ou cortège d'Orphée. Et c'est illustré par des bois de Raoul Dufy. Donc, c'est absolument magnifique. Il y a quelques poèmes donc, tirés d'Orphée avec ces illustrations très très belles, quoi. Donc c'est un très beau bouquin, parce que ces gravures sur bois sont assez fantastiques, quoi. Mmh. Ah, les copains de Brest, hein. Ils nous gâtent, hein. Ah, ils nous gâtent, hein. Voilà. Qui habitent dans une cité soviétique des années 60. Oui, ils ont froid, les pauvres. Ah oui. Ils ont eu une photo de l'environnement avec la neige et tout, je veux dire, c'est bon. Ouais, je veux dire, on pense bien fort à eux, hein. Ouais. Voilà, alors sur les films, moi j'ai visionné un doc qui tourne pas mal sur internet, qui s'appelle Ceci n'est pas un complot. Ça a été réalisé par un journaliste belge, et ça décrypte complètement tout ce qui se passe actuellement sur la crise sanitaire et sur la communication qui en est faite, avec toutes ces aberrations, tous ces mensonges, tous les conflits d'intérêts qui existent. Et justement, ça reste très argumenté, très critique, et c'est vraiment à voir. D'ailleurs, on le reçoit régulièrement sur liste de diffusion, parce que dès que quelqu'un l'a vu, il a envie de le faire connaître à d'autres, quoi. Et tout ça 2 fois. Voilà. Donc Ceci n'est pas un complot, je mettrai le lien, on peut le regarder sur la plateforme Vimeo, parce que je crois que sur YouTube, il n'y est plus.
Et j'ai commencé à regarder aussi Barrage. Barrage, ça a été fait par Sud Énergie EDF, et justement c'est aussi un documentaire en libre accès qui explique comment on est en train de privatiser les concessions de tous les barrages qui existent en France au nom de la concurrence européenne. Donc là, le début explique justement quels sont les enjeux d'électricité, comment les rapports qui existent entre la consommation et la production, comme tout doit être fonctionné pile poil, comment les barrages peuvent servir d'ajusteurs en cas de besoin électrique, et comment en France on a un réel savoir-faire, comment il y a vraiment des ingénieurs à tous les niveaux qui savent maîtriser tout ça. Et là, on est en train de vouloir mettre justement sur le marché ces concessions, donc ce qui foutrait la panique pratiquement partout, parce que tant mieux, qui continue à foutre le bordel. Sauf que l'électricité, c'est quand même quelque chose dont aujourd'hui on ne sait plus se passer. Oui, non, mais bien sûr, mais à force de faire, ils ont déjà, on en parlait tout à l'heure avec mes camarades, ils ont déjà qui se rappellent les choses par contre, que les autoroutes ont été privatisées, hein, peanuts, ça, voilà, ça a été fait par la droite. Je pense, ou la gauche. La gauche, oui, la gauche. Ils sont aussi cons que la droite. Une fois que les autoroutes étaient construites, payées, etc. par l'État, il n'y avait plus un centime de dette ni rien. Ils vendent, et à des concessionnaires, évidemment, comme Vinci, tout ça, qui se font un gras d'enfer, alors qu'ils n'ont rien déboursé au départ, voilà. Et ça, c'est la France, voyez-vous. La France qui brade, à gauche comme à droite, ils bradent notre patrimoine qui ne leur appartient pas. Mais comme il y a des cons qui ont voté pour eux, ils se permettent de faire toutes ces saloperies, voilà, au détriment du patrimoine de la France. Comme ils vendent des aéroports, ils vendent de tout, quoi. Voilà. Tout ce qu'ils peuvent vendre, ils le vendent. Sachant qu'on sait très bien qu'une fois la privatisation là, plus rien ne fonctionne. Hein. Bien sûr. Mais il n'y a qu'à regarder l'Angleterre, l'exemple de l'Angleterre, où la mère Thatcher a tout privatisé, les transports, le chemin de fer, tout ça. Ils en reviennent, hein, les Anglais. Ils renationalisent peu à peu les choses, puisque c'était un pastis invraisemblable, puisque le privé, lui, ce qu'il veut privilégier, c'est les dividendes à ses actionnaires, voyez-vous. Alors, pour ça, eh ben, on ne dépense plus d'argent pour l'entretien, pour ceci, pour cela. Oui, puis après, avec une augmentation du coût, c'est-à-dire que là, effectivement, ça veut dire qu'un prix de l'énergie qui augmente, un service qui est plus du tout un service, c'est-à-dire qu'avec des pannes possibles, avec des conséquences sur, c'est ça, sur l'approvisionnement. Voilà, on sait très bien ce que donne une fois que c'est une gestion privée, dans la mesure où il n'y a que les dividendes qui sont prioritaires, le reste passe après. Tout à fait. Jusqu'à temps qu'il y ait une catastrophe, quoi, voilà. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, hein, quelques centaines de morts. Rien à branler, les mecs. Hein. Voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu as vu un film, toi, Robert, cette semaine? Est-ce que tu as vu Oui, j'ai vu des films, mais qui sont pas racontables. Toujours, j'espère, enfin, ou peut-être pas, c'est pas grave, hein, sur la station Radio Soupante, la station des Rapins, sans foi, sans louer, sans courbette, qui émet des pliants garnis et diffuse sur Internet aracaille.fr. Et le salut à tous nos potes, Claude et André de La Nation, Karine de Montigny, Marie-Christine Béguet de bientôt, comment qu'elle bled le Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort, une graveuse qu'on adore, Claude et William, nos potes de Brest. Salut les potes. Jean-Paul Souvraz, notre pote de coup de Kerbranche, banlieue de Dunkerque, un grand peintre, et puis très chaleureux, très accueillant, voilà. Claudine, la pote à ma pote, Jean Peluzzi du Val-d'Oise qui nous aurait bien bonne, salut Jeannot, Corinne, notre tapissière bien aimée, salut la tapissière, Joël, notre Arlésienne du Caire, mais il est au Caire, alors pour lui dire salut, je sais même pas s'il peut nous recevoir là-bas, hein, dans son petit courbi. Anne-Emmanuel et Fredo, deux artistes, voilà, qu'on aime bien. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Enfin bon, c'est son choix. Hein. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, Vincent Van Gogh de la gravure, Agnès Dubar, une graveuse aussi qui fait dans le monumental, enfin qui faisait, maintenant elle a l'air de s'agir un peu. Moi je préférais quand elle était un peu folle dingue, enfin bon, chacun sa route, chacun son chemin. Thierry Morciot, un graveur belge, mais alors lui,
Voilà, ces gens du Nord qui se font un peu dans le fantastique. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 nanas d'artistes qui ont défuncté les mecs, hein, les artistes, parce que bon, c'est pas qu'ils avaient une vie de patachon, mais ils ont tellement bossé, je crois que c'est le travail qui les a tués. Voilà. Mais elles font vivre l'œuvre de leur mec, hein, et c'est bien. C'est des costauds, ces nanas. Je veux vous dire, on n'est pas surpris qu'elles continuent à battre de la semelle sur le trottoir devant les galeries pour leur mec. Liliane et Laurence, 2 écrivaines qui signent Claude Isner, des polars. Voilà, quelque chose. C'est quelque chose, hein. Enfin bon. Ma camarade Piquet-Cou est une fan de leur écriture. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qu'on lui fait des gros poutous. Michel Pellouane, un peintre, c'était mon voisin du dessus quand j'étais en dessous. Bref, vous connaissez la chanson, qui est un grand peintre aussi et qu'on aime, on lui fait des gros poutous. C'est la journée du poutou. Marie-Christine et Christophe, des militants chez militants qui militent. Gros poutou, Marie-Christine et Christophe. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance. Oui, ma Cécile, on la sent toujours, ta 5e puissance, et on t'aime. Voilà, la rousse flamboyante, que ma camarade est au téléphone tout à l'heure, bon, qui est blanche maintenant. Moi, je préférais quand tu étais rouge. Hein? Je veux dire, Florence, quand même, franchement, tu ne voulais pas te remettre les cheveux rouges. José Arthur, du Mélange. Ah oui, cette russe flamboyante anime 2 émissions sur une radio dont on ne causera pas. Hein. José Arthur du Mélange, même punition, même motif. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre dont on a découvert l'œuvre dans la librairie de Florence Quenu, à Bourg-en-Marlotte, une librairie magnifique. Colette et Alain, 2 mécènes, gentils comme tout, des gros poutous, hein, Colette et Alain. Il faut entretenir de bonnes relations avec ces mécènes collectionneurs poutou. Christophe dit Lulu, commissaire-priseur. Dominique Paula-Verdouin, notre galériste bien-aimé, qui hélas aujourd'hui vaque à d'autres occupations dans la stratosphère, enfin on y suppose, on imagine, on ne sait pas trop. Hein. Marie-Pierre, Marie-Pierre, on est allé chez elle hier, on a fait une bonne bouffe, on a bien picolé. Marie-Pierre qui est un docteur et qui en même temps est une collectionneuse d'art, voilà. Non, ces 2 frangines, je vous assure, ça vaut le coup de les connaître. Et Marie Dogno, une galériste vagabonde, une vraie vagabonde, hein, voilà, elle loue des lieux pour exposer des artistes qu'elle aime. On lui fait des gros bisous aussi. On se permet tout, hein. Écoutez, ça porte pas conséquence. Hein. Bon, on peut pas lui refiler le Covid puisqu'on est à la radio. Hein. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr et tout de suite on se farcit une pause musicale avec Mélisse Mel. Faut vivre. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran suet du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre.
Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies dans un bruit d'usine gémit. Le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.